Eh ben, merci à tous et à toutes d'être présents encore cet après-midi parce qu'on a des belles confs qui arrivent et j'espère que vous apprécierez celle-là. Donc, le titre de ma conf, c'est Contenter tout le monde, Google et les internautes grâce à un maillage interne aux petits oignons. Et comme ça se fait en général, eh ben, je vais me présenter. Donc, je suis Dan Bernier. Je suis un consultant SEO passionné. Je suis le cofondateur de 410 Gone Alsace depuis 2022 et je suis spécialiste on-site. Et mon mantra, pour ceux qui me connaissent, c'est l'analyse comportementale. Je vais vous en parler. Et je suis membre du SEO Camp. Alors certains disent membre actif, d'autres disent membre super actif. Je pense que pas mal d'entre vous m'ont vu ou me voient dans les conférences ou en tant qu'ambassadeur d'Alsace ou encore en tant qu'intervenant de l'Actu Web. Je ne suis que membre, je ne fais pas partie du CA. C'est avec grand plaisir que je participe aux événements du SEO Camp. Voilà, parce que j'aime bien. Et puis un petit mot sur Hop l'Abysse, qui est un événement qu'on a organisé tout récemment. Voilà. Alors je vais commencer avec quelques rappels qui vont permettre de contextualiser un peu ce que je vais vous raconter. Bon, vous le savez, un lien entre deux pages, ça permet à Google et aux internautes de naviguer sur un site. Je pense que vous le savez tous, c'est quand même l'idée. 2-3 autres rappels importants. Donc le PageRank et le principe du surfeur raisonnable, ils sont utilisés par Google pour définir le poids d'un lien. C'est le cas pour les liens externes, c'est le cas aussi pour les liens internes. D'accord ? Côté popularité, on sait que le moteur, il transfère beaucoup plus de popularité, de puissance, on va dire, à un lien entre deux pages qui partagent la même thématique. Vous le savez, à nouveau, c'est le cas pour les liens externes, c'est le cas pour les liens internes. Sur l'analyse comportementale, analyse de l'internaute, Google il utilise depuis longtemps des algorithmes comme le Learning to Rank, donc qui sont basés sur les principes d'apprentissage automatique, le machine learning notamment, pour améliorer la qualité des SERP. Alors je ne vais pas en faire un long sujet parce qu'il y a un article très très récent qui a été sorti par le professeur Sylvain Perronnet sur reactor.com et il explique justement le learning to rank. Donc si vous voulez essayer de comprendre ce que c'est n'est pas le but de cette conférence, mais ça va permettre vraiment de comprendre un peu l'idée. L'internaute, lui, il peut cliquer sur le lien d'une SERP, dans la SERP, mais il peut aussi retourner sur Google. Il peut visiter la page, il peut quitter votre site. C'est une réalité comportementale, ça se fait dans toutes les situations. On sait aussi que l'intention de recherche, c'est important parce que ça permet d'une part de connaître le besoin de l'internaute à travers sa requête, et tous les SEO qui sont dans la salle savent qu'on va se focaliser sur l'intention pour essayer de cibler le besoin de l'internaute. Et puis enfin, dernier point, le cycle d'engagement, c'est l'étape par laquelle l'internaute passe lors d'une recherche sur le web. Donc c'est le parcours de recherche, donc la fameuse étape informationnelle où il recherche de l'information, l'étape commerciale où il cherche à comparer et l'étape transactionnelle où il est sur l'action. D'accord ? Je vous présente ici une étude qui a été réalisée par Content Square cet été et qui s'appelle la Digital Experience Benchmark 2022. Donc Content Square, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil d'analyse comportementale qui permet de faire des tests AB, de la personnalisation. Bon, qu'est-ce qu'on apprend dans cette étude qui a été traduite pour info par le blog du modérateur ? Vous avez à gauche le temps moyen qu'un internaute passe lors d'une session acheteuse. Alors évidemment, là, on parle des sites e-commerce, mais c'est quand même intéressant. Un internaute, lors d'une session acheteuse, il passe 17 minutes et 11 secondes sur un site avant d'effectuer un achat. Donc on est sur des périodes qui sont quand même plutôt longues. Hein. On est loin des 2-3 minutes de moyenne dont on avait l'habitude sur les dernières études qu'on connaissait, on va dire, par le passé. À droite, c'est le nombre de pages vues par l'internaute lors de sessions acheteuses. Et à nouveau, on a 22 pages naviguées avant un achat. On n'est pas sur moyenne de 3 pages, on est sur 22 pages, d'accord ? 22 pages, évidemment, ça peut être des articles de blog, ça peut être la page de catégorie, ça peut être la fiche produit, ça peut être énormément de choses, d'accord ? Donc ça, c'est le comportement. Je vais maintenant vous présenter des modèles de maillage interne qui sont reconnus pour leur efficacité.
Donc vous avez à gauche le modèle 2015 de maillage interne du cocon sémantique de Laurent Bourrelli, que vous connaissez probablement. Et à droite, c'est le modèle de maillage interne du Topic Cluster, bon, qui a été créé à l'origine, on va dire, par HubSpot et popularisé par Samuel Schmidt. Alors je fais juste une précision là-dessus parce que c'est important. Le modèle que vous avez là, ce n'est pas le cocon sémantique, c'est le modèle du maillage interne. C'est très important. Le cocon sémantique, ce n'est pas uniquement la méthode, d'accord? C'est vraiment important de comprendre ça. Il y a d'autres modèles de maillage interne qui existent. Donc vous avez par exemple le premier à gauche qui est le modèle du maillage de silo circulaire qui a été popularisé par Constantin Osterling en 2021. Et Christophe Vidal en a aussi parlé dans une de ses vidéos. Au milieu, vous avez le modèle de maillage interne du silo, on va dire, qui est créé par Bruce Clay. Alors, ce n'est pas tout à fait cette version. Ça, c'est une version que Inlinks a présentée en 2020. Vous voyez l'idée. Et à droite, tout à la fin, vous avez un modèle de maillage interne tournant, théorisé par Christian Méline. Alors, moi, je ne l'ai jamais vu sur un site. Peut-être que Christian pourra nous en parler après. Donc voilà, si jamais vous avez déjà utilisé ce modèle de maillage tournant, ça m'intéresse de voir qu'est-ce que ça peut donner. Ces modèles de maillage interne sont reconnus pour leur efficacité en SEO, et c'est une certitude, ils fonctionnent, il faut les utiliser, d'accord? Mais ces modèles, ils ont un inconvénient, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le comportement de l'internaute, d'accord? Ce sont des modèles algorithmiques qui sont basés pour fonctionner sur le moteur de recherche de Google, c'est pour ça qu'ils fonctionnent, mais on a un problème, c'est que ça ne prend pas en compte le comportement de l'internaute. Alors moi, je vais vous présenter un modèle qui est efficace en SEO, qui respecte les principes de l'algorithme et qui en plus respecte le comportement de l'internaute. D'une part, je vais vous présenter une vue simplifiée, et ensuite je vais vous expliquer les différences, et ensuite je vais vous présenter une méthode pour l'appliquer sur votre site. Le but du jeu ici, c'est de vous présenter une méthode. Alors, à nouveau, je fais un disclaimer, comme j'ai l'habitude de le faire. La méthode qui est présentée, elle n'est pas scientifique. Elle ne fonctionnera pas dans toutes les situations. Elle n'est pas validée par 100% des experts SEO. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de la comprendre. Et si vous comprenez cette méthode, et si vous comprenez ce modèle, vous allez pouvoir l'appliquer sur votre site et avoir des résultats. D'accord ? Je ne suis pas la science infuse, hein, bien sûr, on peut tous faire des erreurs et se tromper. Appliquer bêtement un modèle, c'est une mauvaise façon d'utiliser un modèle. Il faut comprendre le modèle, d'accord ? Voilà, donc je vous présente mon modèle de maillage interne, c'est la vue simplifiée. Vous allez voir que la vue complexe, elle est complexe. Alors, il y a un code couleur, je ne sais pas si c'est très visible, mais il y a un code couleur. Donc, le bleu clair, c'est Google, ou le moteur de recherche. C'est le chemin que parcourt Google, d'accord ? Le violet, c'est l'internaute. On oublie peut-être un peu trop souvent, mais l'internaute, quand il clique sur votre site, ça a quand même de la valeur. Ça a beaucoup de valeur quand il se déplace entre vos pages. Ce n'est pas juste un clic sur une page. Les clics, ça vaut de l'or aujourd'hui, d'accord ? Il peut cliquer sur votre résultat dans la SERP et ne même pas attendre que la page s'affiche et retourner en arrière. Vous avez beau avoir un clic qui apparaît dans la Search Console, vous n'avez rien gagné, d'accord ? Il peut évidemment se déplacer sur votre site, il peut naviguer sur votre site, mais il peut très bien retourner sur la SERP, d'accord ? Et continuer son cycle de recherche. Donc en violet, vous avez le comportement de l'internaute, et je vous explique rapidement le code couleur qui est ici, puisqu'il va être réutilisé tout au long de ma conf. Donc quand on est dans une intention informationnelle, on a un code de couleur bleu. Quand on est dans une intention commerciale, donc comparative, on est dans du vert. Et quand on est dans du transactionnel, du orange. Peut-être que vous avez déjà mis en place un certain nombre de structures de maillage. Et parfois, on a des modèles de maillage interne qui sont en fait très puissants d'un point de vue maillage. Mais le but, c'est d'amener l'internaute sur une autre page qui elle-même ne se trouve pas en fait, dans la structure de site. C'est pour ça que je vous ai rajouté un petit rond sur la fin. Alors, qu'est-ce qu'on comprend un petit peu de ce modèle ? C'est que, évidemment, l'internaute, il se déplace sur toutes les pages, puisque lui, il est en train de faire sa recherche. Hein, il n'est pas en train de se dire, OK, il y a un SEO qui veut m'amener quelque part. Donc, il fait sa navigation, tout ce qu'il y a plus standard. Google, il va suivre le chemin qu'il pense être le meilleur aussi, ou celui qu'il a le droit de faire, évidemment. Voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que le maillage interne, il faut prendre en compte la SERP, évidemment. La SERP fait partie de votre maillage interne, parce que l'internaute est dessus sur cette SERP et il se comporte
sur cette SERP comme il pourrait se comporter sur votre site web. Alors, deux autres vues simplifiées pour que vous compreniez un petit peu mieux. Ça, c'est le modèle vue de l'internaute. Donc, évidemment, l'internaute, il est maître de son clic. Il peut cliquer sur le lien que vous lui avez proposé. Il peut cliquer, bon, évidemment, sur les menus. Il peut faire ce qu'il veut, en fait. Il peut revenir en arrière. Donc, le cycle de recherche, il peut complètement le casser. Hein. S'il veut aller voir un contenu informationnel, bah, il clique dessus. S'il veut cliquer sur le call to action, il clique dessus. Mais c'est lui qui est maître, d'accord ? Il peut, et on va dire que la plupart du temps, il va suivre le cycle d'engagement, c'est-à-dire qu'il va, quand il est dans une phase de recherche informationnelle et qu'il a identifié dans votre contenu des solutions potentielles, il peut retourner dans la SERP pour améliorer sa requête et affiner sa requête, mais il peut aussi suivre le chemin que vous lui proposez, en lui proposant justement des boutons et des liens. Donc il peut faire ça, il n'est pas obligé, d'accord ? Voilà, donc ça c'est important. On n'oublie pas le biais de l'étude Messi-Middle, j'en avais déjà parlé, donc en 2 mots, Messi-Middle, c'est une étude que Google a fait, où ils ont créé une fausse marque, un faux site, et ils ont essayé d'analyser en fait les comportements des internautes, et ils se sont rendus compte que l'internaute, il pouvait faire un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément une évidence pour tout le monde, c'est-à-dire venir sur le site, repartir, et ce genre de choses. L'internaute, c'est pas le surfeur raisonnable. Je vous en ai parlé au début. Le surfeur raisonnable, c'est un brevet de Google qui est plutôt costaud, mais il y a des internautes qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. L'exemple le plus évident, dont je vais vous parler après, c'est la fameuse la principale puissance du surfeur qui dit que le premier lien est le plus cliqué dans la page. Ce n'est pas toujours vrai, on va s'en rendre compte. Ici, vous avez le modèle de maillage interne, c'est la vue Google. D'accord ? Donc Google, lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un internaute qui tape une requête, qu'il identifie comme étant informationnelle, donc il va fournir une SERP informationnelle. Il va voir l'internaute qui clique sur le lien, parce que, à nouveau, si vous ne le savez pas, mais Google, il analyse les comportements de l'internaute. Comment est-ce qu'il fait ? Il a Google Chrome, je suis désolé, mais c'est par ce biais-là qu'il analyse le comportement. Et en plus, il l'analyse derrière sur le site web. Donc il va être capable de voir sur quoi l'internaute a cliqué, combien de temps il a passé sur la page, voilà. Donc toutes ces questions aussi qui sont liées un petit peu au taux de rebond, au taux de scroll et ce genre de choses. Alors, moi j'ai une théorie, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça de théorie, parce que la théorie c'est scientifique, attention à l'utilisation des mots, mais pour moi le maillage interne, ça devient bien plus qu'un levier de ranking, entre parenthèses un levier de manipulation, pour devenir un levier d'influence. Moi je suis convaincu que Google, il analyse le comportement de l'internaute sur votre site ou sur les sites pour ensuite adapter la SERP. Il y a des situations où c'est clair et net, il n'y a pas de discussion possible. Et il y a d'autres situations où il a besoin de savoir si l'internaute, si le résultat qui est fourni à l'internaute, c'est vraiment le plus pertinent, c'est vraiment le plus qualitatif. Et pour ça, il va se servir du comportement de l'internaute. Donc subitement, le comportement devient quasiment un facteur de ranking. D'accord ? Alors, par quelles étapes on passe pour construire ce modèle ? Je crois qu'il y a 8 étapes, si je me souviens bien. Alors, l'étape 0, bien sûr, c'est le lien sur la page. Bon, c'est un peu une évidence, mais on va quand même le rappeler. Les liens, ils doivent être visibles. Utilisez la couleur différente de celle du texte, et le standard, c'est le lien souligné. Alors, pas tout à fait, parce que pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Wikipédia, ils savent qu'eux, ils ne soulignent pas le lien. Pourquoi ils le font ? Pourquoi ils ne le font pas ? Bon, je ne sais pas pourquoi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'un lien qui est vu et qui est perçu, et on le voit dans les analyses comportementales, c'est un lien qui est souligné, qui a une couleur fortement décorrélée, on va dire, du texte. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Donc, on a le lien dans la citation, on a le call to action qui est explicite, genre « je fais ça », ok, donc on comprend ce qu'il en est. On a les liens dans les listes, on a les liens dans les paragraphes. D'accord. A priori, jusqu'ici, on est tous d'accord. Il y a l'étape finalement principale qui est le maillage des pages. Donc comment est-ce qu'on va mailler nos pages ? Donc moi j'ai l'habitude de dire que le bon maillage, il est d'abord sur papier, j'ai presque envie de dire. Moi j'utilise Xmind, mais chacun fait comme il veut. L'idée c'est qu'en construisant et en préparant votre maillage interne à la base, vous allez visualiser en fait comment les choses se passent ou comment les choses pourraient se passer via l'internaute. Évidemment, vous allez me dire, si demain j'ai un site avec 1 million de pages, je ne vais pas m'amuser sur Xmind à créer 1 million de pages, 1 million de petits nœuds. Donc l'idée, c'est de créer des templates de pages et ça va beaucoup vous aider. Évidemment,
la manière dont vous maillez vos pages, bah, ce n'est pas la manière dont voit Google. Okay, Google, il a sa propre vision. Et est-ce qu'on sait avec certitude? Je ne sais pas. Mais moi, je vous présente 3 outils qui simulent cette visualisation. Donc, il y a cocon.se. Donc, je précise tout de suite que là, c'est le crawler de cocon.se qui est utilisé. InMesh, qui est un outil qu'on a créé en interne qui permet de visualiser ce maillage. Et SEO Quantum, qui aussi utilise, via un algorithme un peu spécifique, le maillage interne. D'accord? L'étape 2, c'est l'encre. Hyper important, cette fameuse encre. En interne, on le sait tous, on peut être hyper précis, hyper exact, en fait. On est en maillage interne, on fait ce qu'on veut. Il y a quand même une étude, petite étude, qui a été fournie par Olivier Dufay, qui est assez récente, elle date du début d'année, où en fait il explique que l'encre exacte, bon, c'est pas pénalisable en interne, on est tout à fait d'accord, mais il y a une corrélation positive entre diversification d'encre et amélioration du positionnement. Et pour ça, il s'est basé en fait tout simplement sur son outil pour analyser un gros volume de pages et de positionnement par page. À nouveau, comment choisir une encre? Il y a 3 méthodes selon moi. La méthode des métamots de Christian Méline, qui est utilisée dans Cocon.se. Your Text Guru, avec le score de similarité, qui permet de détecter justement ces aspects. Et puis évidemment, notre cerveau. Quand on a une parfaite connaissance du sujet, on sait quelle encre on doit choisir, parce que c'est du bon sens, ce genre de choses. L'étape 3, c'est respecter les critères de Google. Alors j'ai essayé de vous expliquer le surfeur raisonnable avec ce graphique, j'espère que vous allez le comprendre. Évidemment, le brevet du surfeur qui date de 2010, il indique que le contexte du lien est le plus important et que le premier lien dans la page, il envoie plus de puissance. Donc évidemment, page étant dans la même thématique, le premier lien de la page A qui renvoie vers la page B, la page B est plus puissante. Alors que le deuxième et le troisième, c'est pas forcément vrai. À nouveau, moi je pense que lorsque vous envoyez que vous créez un lien entre une page informationnelle et une page commerciale, respectant donc le cycle d'engagement, la puissance du lien est encore plus forte. Pourquoi? Parce qu'elle est corrélée en fait à un cycle que l'internaute pourrait reproduire sur la SERP. Et ça intéresse Google. Est-ce que l'internaute il va vraiment cliquer sur cette page parce qu'il a envie de cliquer dessus et pas parce qu'on le force à le faire? Ici, c'est le maillage. Une chose qui, moi, me parle beaucoup, c'est les tunnels, d'accord? D'où est-ce qu'on part et où est-ce qu'on veut amener l'internaute? On fait du SEO, mais notre objectif, c'est toujours la conversion. C'est jamais le trafic. Et donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on amène l'internaute vers notre page cible. Là, parfois, ou on va dire dans beaucoup de situations, on va être en capacité de positionner notre page transactionnelle le mieux possible dans Google, mais parfois, ça ne va pas être possible. Il va y avoir plus de facilité, peut-être, à se positionner sur des requêtes qui sont longue traîne, qui sont moins concurrentielles, et sur lesquelles on va avoir un contenu informationnel. Et par ce biais-là, on peut aussi amener l'internaute vers notre fameuse page transactionnelle. Et lui, comme toujours, il peut arriver par le haut de page, par le lien de haut de page, par les liens de milieu de page et de bas de page. Donc là, on retrouve un petit peu les modèles de maillage qu'on connaît. D'accord ? Voilà. L'étape 5, c'est les critères de l'internaute. L'internaute, lui, il doit pouvoir naviguer sur toutes les pages du site. Il n'a pas de surfeur raisonnable, il n'a pas d'intention informationnelle, commerciale, il n'a pas de cycle en fait. Lui, il fait sa recherche et il faut que Google et les webmasters, les éditeurs de sites lui proposent le meilleur résultat. C'est ça dont il a besoin. Voilà. Donc, il faut lui proposer toujours des possibilités de le faire. Il y a quelque chose qui est important à comprendre, et l'exemple le plus connu, c'est vraiment ça, c'est les petits liens aléas. Vous avez déjà vu ça quand vous tapez dans la SERP. Et l'internaute, il arrive en plein milieu de page. Et du coup, le premier lien dans la page, qui était soi-disant le plus important pour le surfeur, il n'est plus du tout important pour l'internaute. Il est arrivé en plein milieu de la page, à l'emplacement qui, pour lui, correspondait, on va dire, à l'élément le plus important, ce qu'il recherchait. Et ce lien-là, il devient aussi important pour l'internaute, finalement, qui doit naviguer sur son site. Alors bon, ça c'est la reco basique, mais les cliquer ici, ça sert à rien. On peut faire on a fait des centaines de tests. Il y a vraiment de très très rares situations où le cliquer ici fonctionne. Plus vous êtes précis dans la terminologie
qui est mis sur votre call to action, et plus vous avez de chances que ça fonctionne. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est les analyses comportementales. Qu'est-ce qui se passe quand l'internaute il saute les étapes du cycle? Donc le bon exemple, c'est l'internaute tape une requête sur Google. Google pense que c'est une intention transactionnelle et lui fournit par exemple des fiches produits. Voilà, il arrive sur la fiche produit, en fait, c'est pas ce qu'il cherche. Lui, il veut un contenu informationnel. Donc, parfois, dans certaines situations, il va quitter Google et il va retourner sur la SERP. Mais on peut aussi lui proposer une solution, on va dire. On peut lui proposer, via un call to action, via un lien, d'aller vers le contenu qui l'intéressait à la base, qui peut être du coup informationnel. En faisant ça, d'une part, on ne respecte pas le cycle d'engagement, parce que vous savez que le cycle, il tourne, mais pas dans n'importe quel sens. Ça déséquilibre la puissance des pages, parce qu'on sait que c'est notre page transactionnelle qui a besoin de recevoir le plus de liens. Si elle en renvoie de l'autre côté, ça ne va pas marcher. Et puis le surfeur, raisonnable, il faut, pour le respecter parfaitement, utiliser cette structure avec le premier lien dans la page est le plus important, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La solution, c'est l'obfuscation. Alors, je suis désolé, ce n'est pas un troll, mais pour moi, l'obfuscation, c'est vraiment de l'UX. Parce que ça va permettre de fournir le lien pour l'internaute, il peut cliquer dessus, et ça ne perturbe pas Google. Google ne le voit pas, ça ne rentre pas dans la structure de maillage, et en plus, vous pouvez le faire à l'infini. L'étape 6, c'est les comportements. Voilà, il faut mettre de côté ses certitudes, ça j'ai l'habitude de le dire, mais si vous n'observez pas les comportements de l'internaute sur votre page, vous allez passer à côté d'énormément de choses. Très souvent, l'internaute, il ne se comporte pas comme on voudrait qu'il se comporte, en fait. On voudrait qu'il clique sur notre bouton ou sur notre lien, et ce n'est pas du tout ça qui se passe. L'analyse qui est là, alors ce n'est pas 0,94, et 0,94%, il correspond au taux de clic sur l'élément HTML complet dans lequel on a plusieurs paragraphes et le lien. À l'intérieur de ça, on a un lien qui est le premier lien qui se trouve dans la page, et lui, il a un taux de clic à 0,44%. C'est le premier lien dans la page. Donc a priori, ça devrait être le plus cliqué. On se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. À droite, je vous ai juste mis le pinball pattern. C'est aussi une étude qui a été réalisée par Nissel Group, et en fait qui démontre complètement l'idée reçue de la lecture en Z. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Les internautes, leur regard, il tourne dans tous les sens, et quand ils cherchent une information sur une page, vous imaginez pas par quel biais ils peuvent passer, en fait. C'est pas du tout carré, c'est pas du tout fermé. Donc l'analyse comportement permet justement d'aller identifier ce genre de choses. L'étape 7, c'est tester, tout simplement pour améliorer son lien. La meilleure solution, c'est les tests AB, j'ai l'habitude d'en parler. Donc, on fait des tests AB. Le test qui a été réalisé ici, c'est qu'on a rajouté un call to action qui était très proche de ce paragraphe que les internautes voyaient. KPI, c'est taux de clic sur le call to action étant passé sur le site. Parce que si vous prenez uniquement le taux de clic, il peut cliquer, pas attendre le chargement de la page et se casser. Donc, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et dans cette situation, notre CTR, donc le CTR sur le bouton, il est de 4,88 et le temps passé sur le site supérieur à 3 minutes. Problème, notre bouton, c'est le deuxième lien dans la page. Donc il va envoyer beaucoup moins de jus à la page qu'on veut cibler. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer notre résultat. Et pour éviter, évidemment, d'entrer en conflit avec le principe du surfeur raisonnable, le CTR, il a été offusqué. Et du coup, on n'a pas ce problème de se retrouver avec deux liens qui envoient au même endroit. Je ne sais pas si c'est précisé. Non, ce n'est pas précisé. Les deux liens, là, ils envoient au même endroit. Le purificateur d'air et comparé nos modèles, ils envoient exactement au même endroit. D'accord ? Donc pour éviter ça, il y en a un des deux qui est offusqué. Je vous présente ici la vue complète du maillage interne. Donc je pense que là, vous vous dites, OK, si on l'avait vu dès le départ, on aurait un peu galéré. On a repris le même code couleur. En violet, on a le comportement de l'internaute. En bleu, on a Google. Donc on peut voir que Google, il passe par le chemin que nous, on lui donne, en fait, que nous, on lui indique. L'internaute, lui, il peut aller de l'avant, revenir en arrière. On voit ici que, ce n'est pas forcément très clair, mais on a les clics sur les liens offusqués qui permettent à l'internaute de revenir comme il le souhaite. Et éventuellement, des liens qui pourraient se retrouver en milieu et en bas de page, parce que c'est quand même important dans le maillage interne. Conclusion. Désolé. Mais contenter Google et l'internaute avec un maillage aux petits oignons implique un travail de précision qu'il est impossible d'automatiser. On a beaucoup de gens qui essayent de trouver des moyens d'automatiser le maillage interne, et d'autres en ont parlé dans les conférences, mais ce n'est pas possible en fait. Parce que les comportements de l'internaute,
casse en fait la structure qui est une évidence pour nous. Et le comportement, l'internaute, c'est celui qu'on cherche à cibler. C'est pas Google. Google, c'est notre passerelle vers l'internaute. Chaque site est différent, chaque internaute se comporte différemment. Donc contenter tout le monde, malheureusement, dans toutes les situations, c'est pas possible. D'accord ? Le surfeur raisonnable, ça fait référence aujourd'hui. Enfin, vous demandez à n'importe quel SEO, on sait que c'est une importance. Mais le brevet, bon, il date d'il y a 10 ans. On sait que depuis pas mal d'années, Google, il s'intéresse au comportement de l'internaute. Donc, vous aussi, vous devez vous intéresser au comportement de l'internaute. Et comme je le dis toujours, voilà, rien n'est jamais gravé dans le marbre. Il faut toujours faire des tests, mettre de côté ses certitudes. Et pour améliorer votre maillage, pour améliorer les performances de votre page, eh ben, vous devez essayer de comprendre ce que vous faites. D'accord ? Et si vous n'avez pas envie de comprendre, eh ben, la solution, c'est les tests AB. Alors, avant de finir, parce que là, j'ai quasiment terminé, je voulais simplement rendre un hommage à Bill Solsky, qui nous a quittés. Donc, j'ai beaucoup parlé du surfeur raisonnable, et moi, c'est une personne, voilà, Bill, qui a beaucoup permis en fait, d'avoir une compréhension en fait, sur le surfeur, qui est vraiment fondamental aujourd'hui en SEO. Et voilà, et donc je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la salle qui pensent comme moi. Et donc, je voulais vous demander de l'applaudir en hommage. Merci. Bon,